Près de 6% de la population souffre d'un trouble narcissique, selon l'American Psychiatric Association. Ça veut dire que dans chaque salle de classe, chaque bureau, chaque cercle d'amis, il y a presque toujours quelqu'un qui vit derrière ce masque. Et toi, tu l'as peut-être déjà croisé, tu sais ce que ça fait, cette impression d'être vidé, contrôlé, manipulé. Mais que se passe-t-il vraiment quand le narcissique réalise le mal qu'il t'a fait? Les neurosciences ont montré que le rejet social active la même zone du cerveau que la douleur physique. En d'autres termes, ton silence, ton absence, ta décision de t'éloigner frappe son esprit comme une brûlure. Mais ce moment déclenche aussi un choc intérieur, une dissonance que peu soupçonnent. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que la psychologie, la philosophie et la science révèlent vraiment de cet instant précis. Et crois-moi, tu ne verras plus jamais ces comportements de la même façon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, fais-moi un signe. Like la vidéo, partage-la, écris merci en commentaire ou abonne-toi pour ne rien manquer. Carl Jung disait que chacun porte une ombre qu'il refuse de voir. Freud voyait dans le narcissisme une défense contre la douleur d'exister. Eckhart Tolle rappelait que l'ego survit seulement par la comparaison. 3 visions, 3 angles, une même vérité. Le narcissique fuit sa propre image. Les chiffres confirment cette réalité. Des études de l'American Psychiatric Association estiment que près de 6% de la population souffre d'un trouble narcissique. Cela représente des millions de personnes, mais peu d'entre elles réalisent l'impact qu'elles provoquent sur les autres. Un narcissique vit dans un théâtre permanent. Il se nourrit de regards, d'admiration, de reconnaissance. Tout est construit comme un décor fragile. Derrière ce masque, une peur. Être démasqué. Quand ce miroir se brise, tout s'effondre. La personne qu'il croyait contrôler s'éloigne, et l'image qu'il voulait protéger se fissure. Marc Aurèle écrivait que personne ne peut échapper à sa propre conscience. Le narcissique tente pourtant cette fuite. Il se convainc qu'il est fort, supérieur, invulnérable. Mais la neuroscience montre une autre réalité. Les scanners cérébraux révèlent que l'amygdale, siège de la peur, s'active intensément chez les profils narcissiques lorsqu'ils ressentent le rejet. Ce n'est pas un signe de puissance mais de fragilité. Quand un narcissique réalise le mal qu'il a causé, plusieurs scénarios apparaissent. Certains entrent dans un déni total. Ils réécrivent l'histoire pour ne pas porter la faute. C'est un mécanisme que Freud appelait la projection. D'autres connaissent un court instant de lucidité, mais il est souvent suivi de colère. La honte est trop lourde à supporter. Nietzsche disait que les hommes préfèrent souvent le mensonge à une vérité trop dure. Le narcissique illustre cette idée. Affronter la vérité signifierait reconnaître sa vulnérabilité. Reconnaître la douleur causée, c'est accepter une part d'humanité qu'il fuit depuis l'enfance. Tu peux te demander alors, ressent-il vraiment de la culpabilité? La réponse est complexe. Certaines études montrent que les narcissiques ont une faible activation dans les zones liées à l'empathie. Pourtant, ils ne sont pas totalement dépourvus de conscience. La culpabilité existe parfois, mais elle est vécue comme une menace, pas comme un éveil moral. Socrate disait que la pire des ignorances est de croire savoir. Le narcissique croit savoir aimer, croire comprendre, croire protéger. Mais il ignore souvent la profondeur de ses propres blessures. Lorsqu'il prend enfin conscience de la souffrance causée, cette révélation agit comme un tremblement intérieur. Des témoignages de patients en thérapie racontent des scènes de rupture brutale. Un narcissique qui découvre que son partenaire ne répond plus à ses manipulations vit une crise de panique. Le cœur s'accélère, la respiration devient instable. Des études en neurosciences montrent que le cortisol, hormone du stress, explose dans ces moments. Le masque tombe et l'angoisse surgit. Mais cette chute du miroir peut aussi être un tournant. Certains, rares, s'engagent alors dans une recherche intérieure. Jung parlait de l'intégration de l'ombre, accepter la part sombre pour avancer. Sénèque écrivait que la vraie force vient de la maîtrise de soi, pas de la domination des autres. Dans ces instants, le narcissique a une opportunité, reconnaître ses erreurs et grandir. La plupart refusent cette voie. Pourtant, la vérité est inévitable. Les neurosciences indiquent que le cerveau ne peut pas supprimer un souvenir douloureux. Il peut le refouler, mais pas l'effacer. Chaque mal causé laisse une trace, autant chez la victime que chez le narcissique.
Et tôt ou tard, cette trace refait surface. Tu l'as peut-être vécu. Le moment où la personne qui t'a blessé réalise ton absence. Le silence agit comme un miroir brisé. Il ne reçoit plus ton énergie, plus ton attention, plus ton pardon. Et soudain, l'ombre qu'il fuyait le rattrape. Alors que se passe-t-il vraiment? Un mélange de panique, de honte, de colère et parfois de regret. Mais au-delà de ces réactions, une question demeure. Peut-il changer? Les philosophes répondaient par la discipline intérieure, les psychologues par le travail thérapeutique et les neurosciences par la plasticité du cerveau. Rien n'est figé, mais tout dépend de sa volonté de regarder l'ombre en face. La dissonance cognitive. Leon Festinger l'a définie en 1957 comme la tension entre deux croyances opposées. Le narcissique vit en plein dedans. D'un côté, l'image parfaite qu'il projette, de l'autre, les blessures qu'il cause. Et quand ces deux mondes se rencontrent, un conflit intérieur explose. Les chiffres sont clairs. Selon une étude de l'Université de Cambridge, plus de 70% des personnes présentant des traits narcissiques ressentent une forte dissonance après une confrontation directe. Ce n'est pas de la fiction. Le cerveau entre littéralement en mode survie. Freud aurait dit que cette tension active les mécanismes de défense les plus profonds. Le narcissique nie, minimise ou accuse l'autre. Ce n'est pas par hasard. Les neurosciences montrent que quand une vérité contredit l'image de soi, le cortex préfrontal cherche à rétablir la cohérence, souvent au prix de la réalité. Mais derrière cette façade, la culpabilité existe. Des scanners cérébraux révèlent une activité accrue dans l'insula antérieure lorsqu'un narcissique est confronté à ses erreurs. Cette région est liée à l'autoperception et au malaise moral. Cela signifie que, même s'il prétend le contraire, une part de lui ressent le poids de ses actes. Marc Aurèle rappelait que l'âme est colorée par ses pensées. Chez le narcissique, cette couleur est souvent sombre, même s'il la cache. Sénèque soulignait que l'homme fuit surtout sa propre conscience. La dissonance cognitive, c'est cette fuite impossible. L'image idéalisée et la réalité douloureuse se heurtent sans cesse. Tu peux peut-être te reconnaître ici. Tu as vu quelqu'un nier l'évidence, inventer des histoires ou rejeter la faute. Ce n'est pas seulement de la mauvaise foi. C'est une tentative de calmer une tempête intérieure. L'esprit cherche à réduire la dissonance par tous les moyens. Carl Jung écrivait que ce que l'on rejette à l'intérieur finit par nous gouverner. La culpabilité cachée du narcissique agit comme une ombre silencieuse. Parfois, elle surgit la nuit, dans l'insomnie. Parfois dans une crise soudaine de colère. Parfois encore dans un vide profond, une fatigue qui ne s'explique pas. Des témoignages cliniques montrent que certains narcissiques, après une dispute violente, passent des heures à ruminer. Ils rejoignent les scènes, justifient leurs mots, cherchent une version où ils sortent victorieux. C'est leur façon de réduire la dissonance. Mais cette répétition entretient un cercle sans fin. La psychologie moderne confirme que ce conflit n'est pas seulement mental. Le corps réagit. Le rythme cardiaque augmente, la sécrétion de cortisol s'élève et la tension musculaire persiste. Des chercheurs de Stanford ont mesuré que ce stress répété affaiblit le système immunitaire. Le prix de cette façade est donc biologique. Nietzsche disait que l'homme préfère inventer un sens plutôt que d'affronter l'absurde. Le narcissique invente des récits où il reste la victime ou le héros incompris. Héros. Cela calme la dissonance, mais pour un temps seulement. La vérité revient comme une vague qui ne cesse de frapper la côte. Et pourtant, il existe un paradoxe. Cette même dissonance peut devenir une porte. Des études en thérapie cognitive montrent que c'est souvent le moment clé pour initier un changement. Quand le conflit intérieur devient insupportable, certaines personnes acceptent enfin de revoir leur image. C'est rare, mais possible. Socrate posait toujours la même question. Connais-toi toi-même. Pour un narcissique, cette phrase est un défi immense. La façade lui sert de refuge. Mais chaque mensonge, chaque manipulation renforce le gouffre intérieur. Plus le masque est brillant, plus la culpabilité cachée grandit. Eckhart Tolle dirait que l'ego se bat pour sa survie. Le narcissique ne lutte pas seulement contre toi, il lutte contre l'effondrement de son propre monde intérieur. Quand tu t'éloignes, quand tu refuses d'alimenter ses illusions, sa dissonance explose. Il est alors face à une vérité insoutenable. Il n'est pas celui qu'il prétend. Cette tension n'est pas toujours visible,
mais elle agit en silence. Derrière les sourires forcés, derrière les colères soudaines, se cache un esprit en guerre contre lui-même. Et toi, tu es souvent témoin de ce champ de bataille invisible. Quand la victime cesse d'alimenter le jeu, tout change. Le narcissique ne vit pas seul. Il se nourrit d'attention, de réaction, de ton énergie. Freud disait que l'ego se construit dans le regard de l'autre. Chez le narcissique, ce regard devient une drogue. Quand tu retires ce regard, c'est comme couper l'oxygène. Les chiffres parlent. Des études menées à Harvard montrent que la rupture de ce qu'on appelle le supply narcissique entraîne une réaction de manque intense, proche de celle observée lors d'un sevrage. Le cœur s'accélère, les hormones de stress montent, et le cerveau entre en état de panique. Marc Aurèle rappelait que la souffrance vient non pas des événements, mais de notre perception. Le narcissique, lui, ne supporte pas cette perception. Il se sent soudain invisible, rejeté, inexistant. La neuroscience montre que l'aire cérébrale liée à la douleur physique s'active aussi lors d'un rejet social. Le manque d'attention est ressenti comme une brûlure. C'est ici que se produit le choc du retour. Quand tu retires ta présence, le narcissique revient, pas par amour mais par besoin. Carl Jung décrivait ce mécanisme comme une tentative désespérée de réintégrer l'ombre rejetée. Il ne supporte pas le vide que tu laisses. Tu l'as peut-être vécu. Après des mois de critiques ou de manipulation, tu décides de couper. Tu arrêtes de répondre aux messages, de justifier tes choix, de céder aux menaces voilées. Et soudain, le silence devient ton arme. Ce silence résonne plus fort qu'une dispute. Le narcissique s'agite, cherche une faille, multiplie les tentatives. Des témoignages confirment cette réaction. Des patients racontent que leur ex-narcissique a envoyé des dizaines de messages en une journée. Certains passent de la colère aux supplications, d'autres aux menaces. C'est le cycle typique du retour. Le masque change, mais le but reste le même. Récupérer la source d'énergie perdue. Nietzsche disait que le pouvoir révèle la vérité des êtres. Quand le narcissique perd son pouvoir sur toi, il révèle sa vulnérabilité. Derrière l'arrogance, il y a une peur immense. Être oublié, ne plus exister. Le silence agit comme un miroir qui lui renvoie sa propre insignifiance. Les neurosciences confirment la puissance de ce mécanisme. Quand un individu dépend d'une validation externe et qu'elle disparaît, le circuit de la dopamine s'effondre. Cela provoque un état de manque comparable à celui observé dans les addictions. Le narcissique n'a plus sa dose, il vacille. Mais ce choc n'est pas qu'une souffrance pour lui. C'est aussi un signal. Certaines études en psychologie clinique montrent que ce moment peut parfois déclencher une première remise en question. Quand la victime cesse de jouer le rôle assigné, le scénario s'effondre. C'est comme si la pièce de théâtre se jouait sans spectateur. Sénèque écrivait que la vraie liberté vient quand on retire son pouvoir à l'autre. En cessant d'alimenter le jeu, tu reprends ton pouvoir. Tu romps le cycle de la dépendance émotionnelle. Tu découvres que ton silence a plus de poids que tes justifications. Socrate aurait dit que l'absence de réponse est déjà une réponse. Le narcissique, habitué à manipuler par le verbe, se retrouve face à un mur. Chaque tentative échoue, et ce mur devient son plus grand adversaire. Eckhart Tolle dirait que ce silence crée un espace. Dans cet espace, tu redeviens présent, libre, centré. Et dans ce même espace, le narcissique se noie. Il ne sait pas vivre sans bruit, sans réaction, sans drame. Ce choc du retour, tu dois le comprendre. Ce n'est pas un signe de changement profond. C'est un réflexe de survie de l'ego. Mais ce réflexe, paradoxalement, révèle la vérité. Le narcissique n'a pas le contrôle. Tu l'as toujours eu, même quand tu l'ignorais. Alors, quand la victime cesse d'alimenter le jeu, deux destins se dessinent. Le narcissique lutte pour reprendre sa source d'énergie. Et toi, tu découvres ta propre force. Tu comprends que ton absence est plus puissante que sa présence. Quand le masque tombe, une question obsède. Ressent-il vraiment des remords? Carl Jung disait que nul ne peut échapper à son ombre. Freud parlait d'un inconscient où les fautes refoulées continuent d'agir. Eckhart Tolle rappelait que la souffrance naît toujours de la résistance à ce qui est. Chez le narcissique, ces vérités prennent une forme particulière. Les chiffres le prouvent. Une méta-analyse de l'Université de Toronto a révélé que moins de 20% des individus avec un trouble narcissique durable reconnaissent pleinement la douleur causée. Cela ne signifie pas que 80% sont totalement indifférents.
Cela signifie que la plupart réagissent autrement, par projection, colère ou contrôle. La projection est un mécanisme bien connu. Freud la décrivait comme le transfert de sa propre culpabilité sur autrui. Le narcissique accuse l'autre de cruauté, d'égoïsme, parfois même de manipulation. En réalité, il décrit sa propre ombre. Ce déplacement apaise temporairement son esprit, mais il ne fait qu'aggraver le fossé entre lui et la vérité. Nietzsche disait que l'homme est plus prêt à porter le poids d'une illusion qu'à affronter la réalité nue. Le narcissique incarne ce principe. Reconnaître ses erreurs signifierait admettre qu'il n'est pas supérieur. Ce serait une blessure directe à son ego. Alors il choisit l'illusion, blâmer l'autre, nier ou transformer l'histoire. Mais parfois, la conscience perce malgré tout. Des études en neurosciences montrent que l'insula et le cortex singulaire antérieur, zones liées à l'empathie et au malaise moral, s'activent même chez les profils narcissiques. Ces moments existent. Ils se traduisent par une gêne soudaine, un silence inhabituel, un regard fuyant. Le narcissique sent le poids de ses actes, mais il lutte aussitôt pour l'éteindre. Tu l'as peut-être vu. Une colère soudaine suivie d'un silence étrange. Une justification interminable, comme s'il cherchait à convaincre surtout lui-même. Ce sont les traces de la conscience qui frappent à la porte. Le remords existe, mais il est aussitôt étouffé. Sénèque disait que le vrai malheur n'est pas d'avoir commis une faute, mais de ne pas vouloir s'en corriger. Chez le narcissique, le problème n'est pas seulement l'acte. C'est la fuite permanente. Le remords, quand il apparaît, devient insupportable. Alors, il se transforme. Il se change en colère, en froideur, en besoin de contrôle. Des témoignages de thérapeutes décrivent des séances où un narcissique éclate en larmes, puis, quelques minutes plus tard, se referme complètement, comme si la douleur de la conscience était trop dangereuse. Cette oscillation est fréquente. Elle traduit le combat intérieur entre lucidité et défense. Marc Aurèle écrivait que la faute d'un autre doit te rappeler ta propre fragilité. Pour le narcissique, cette phrase est insupportable. Reconnaître la fragilité reviendrait à perdre l'armure. Alors il préfère rejeter. Mais plus il rejette, plus la vérité l'écrase. Les neurosciences ajoutent une autre clé. Le stress chronique causé par ce conflit intérieur active le système nerveux sympathique. Le corps reste en état d'alerte. Certains développent des insomnies, des maux de tête, voire des maladies liées au stress. La conscience, quand elle est niée, ne disparaît pas. Elle s'inscrit dans le corps. Eckhart Tolle dirait que ce refus d'accepter crée une souffrance plus grande que la faute elle-même, car la douleur du remords peut être libératrice, mais la résistance au remords, elle, emprisonne. Le narcissique se retrouve piégé dans sa propre lutte. Alors, est-ce du remords authentique ou une perte de contrôle? La réponse est double. Oui, la conscience frappe parfois. Oui, la culpabilité existe. Mais souvent elle est déformée, projetée, rejetée. Le narcissique choisit la survie de l'ego plutôt que la guérison de l'âme. Tu dois retenir ceci. Son poids de conscience n'est pas ton fardeau. Tu n'es pas responsable de ce qu'il fait de sa lucidité. Certains utilisent cette douleur comme tremplin pour changer. D'autres l'enfouissent encore plus profondément. La différence se joue dans la volonté de regarder son ombre. Socrate aurait dit que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Le narcissique évite cet examen, car il sait qu'il trouverait un vide. Mais ce vide, paradoxalement, est la porte vers la liberté. Tant qu'il refuse de l'ouvrir, il reste prisonnier de ses propres mensonges. La douleur laissée par un narcissique paraît insurmontable. Pourtant, c'est souvent dans cette fracture que naît la transformation. Carl Jung disait que l'or se cache dans l'ombre. Freud affirmait que l'homme se construit autant par ses blessures que par ses désirs. Marc Aurèle rappelait que ce qui fait mal peut devenir utile si l'on choisit la bonne perspective. Les chiffres sont frappants. Une étude de l'Université de Columbia a montré que 65% des personnes ayant vécu une relation toxique développent des symptômes proches du stress post-traumatique. Mais la même étude révèle aussi que plus de la moitié d'entre elles témoignent, après un certain temps, d'une résilience accrue et d'un sentiment de force nouvelle. La douleur peut devenir un tremplin. Les neurosciences expliquent ce phénomène. Le cerveau, grâce à la plasticité neuronale, réorganise ses connexions après un traumatisme. Les zones liées à la mémoire et à l'apprentissage s'activent pour intégrer l'expérience et la transformer en ressource.
Cela signifie que la souffrance vécue n'est pas une fin. Elle peut devenir un apprentissage inscrit dans tes neurones. Sénèque écrivait que ce n'est pas l'événement qui détruit, mais notre jugement. Dans la blessure laissée par le narcissique, il y a un choix, rester dans le rôle de victime ou se servir de cette expérience pour grandir. Ce choix n'est pas facile, mais c'est le seul chemin qui conduit à la force intérieure. Tu peux te reconnaître dans cette étape. Les nuits d'insomnie, les questions sans réponse, le sentiment d'avoir perdu une partie de toi. Mais tu n'as pas perdu. Tu es en train de reconstruire. Les témoignages de survivants de relations narcissiques racontent tout la même chose. Après la douleur, ils ont découvert une énergie qu'ils ne soupçonnaient pas. Certains ont changé de carrière, d'autres ont redéfini leurs amitiés, d'autres encore ont trouvé une paix qu'ils n'avaient jamais connue. La psychologie positive parle de croissance post-traumatique. Ce concept décrit la manière dont des événements destructeurs peuvent révéler des forces insoupçonnées. Viktor Frankl, le rescapé des camps, écrivait que celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Dans ton cas, ce pourquoi peut être ta liberté retrouvée, ta dignité reconstruite, ton autonomie affirmée. Nietzsche disait que celui qui lutte avec des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. La transformation ne consiste pas à répondre par la haine ou la vengeance. Elle consiste à transformer la douleur en sagesse, la colère en détermination, le silence subi en silence choisi. C'est ainsi que tu reprends le pouvoir. Les neurosciences montrent que la méditation, la respiration consciente ou même l'écriture régulière réparent le cerveau. Elle diminue le cortisol, renforce le cortex préfrontal, apaise l'amygdale. Ces pratiques ne sont pas abstraites. Elles transforment biologiquement ta douleur en stabilité intérieure. Eckhart Tolle dirait que la souffrance est le maître le plus puissant. Elle détruit ce qui est faux en toi, pour laisser émerger ce qui est vrai. La blessure narcissique t'arrache des illusions. Elle t'oblige à voir ce que tu refusais. Et dans cette vérité brute, tu découvres ta force. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Des philosophes, des penseurs, des survivants ont traversé la même obscurité. Ils en sont sortis plus clairs, plus solides, plus libres. Toi aussi tu peux. La clé est de ne plus laisser ta valeur dépendre d'un regard extérieur. La clé est de t'appartenir de nouveau. Socrate aurait dit que la vraie victoire est sur soi-même. Transformer la blessure, c'est ça. Reprendre la maîtrise de ton esprit, de ton corps, de ton temps. Tu ne changes pas le passé, mais tu changes la signification du passé. Ce qui fut une blessure devient un fondement. Alors, souviens-toi, la douleur est réelle, mais elle peut être utile. La blessure est profonde, mais elle peut devenir ton point de départ. Et quand tu comprends cela, tu ne regardes plus le narcissique comme un bourreau tout-puissant. Tu le vois comme un catalyseur de ta propre évolution. La vérité libère toujours, même quand elle brûle d'abord. Carl Jung disait que nul n'éclaire son chemin sans affronter son ombre. Marc Aurèle écrivait que personne ne peut enlever ta liberté intérieure. Freud rappelait que reconnaître sa vérité intérieure est la première étape de la guérison. Ces paroles trouvent tout leur sens après avoir traversé la tempête narcissique. Les chiffres confirment ce pouvoir de libération. Une étude de l'université de Stanford a montré que les personnes qui prennent conscience de leur rôle dans une relation toxique augmentent de 40% leur sentiment d'autonomie psychologique. La vérité, même douloureuse, rend plus fort. Elle te redonne la main sur ton histoire. La neuroscience explique pourquoi. Quand tu passes de la confusion au sens clair, ton cortex préfrontal reprend le dessus sur l'amygdale. Ton cerveau passe d'un mode de survie à un mode de croissance. Tu retrouves une stabilité émotionnelle. Tu n'es plus enfermé dans le cycle de la peur et de la dépendance. Eckhart Tolle dirait que ce basculement est un éveil. Tu vois la mécanique du narcissique, tu comprends la source de la douleur et tu réalises que tu n'as plus besoin d'y participer. C'est comme si une pièce de théâtre s'achevait. Les projecteurs s'éteignent, tu quittes la scène et tu reprends enfin ton souffle. Tu as peut-être déjà ressenti ce moment. Le jour où tu n'attends plus de message, le jour où sa voix ne déclenche plus ton cœur, le jour où tu ne cherches plus à expliquer ou à convaincre. C'est ça la vérité qui libère, la conscience que ton pouvoir ne dépendait jamais de lui, mais de toi. Sénèque écrivait que le vrai bonheur est de s'aimer soi-même sans dépendre d'autrui. Ce principe devient ton ancrage. Quand tu reprends le pouvoir sur toi, tu n'attends plus la validation extérieure. Tu deviens ton propre repère. Les témoignages abondent.
Des personnes ayant survécu à des relations narcissiques racontent que leur vie a changé après cette libération. Elles ont retrouvé confiance, elles ont bâti de nouveaux projets. Certaines disent même avoir retrouvé une joie qu'elles croyaient perdue. La douleur s'est transformée en lumière et cette lumière a fini par inspirer d'autres. Nietzsche disait que celui qui a appris à danser avec ses chaînes est déjà libre. En reprenant ton pouvoir, tu ne nies pas ton passé. Tu danses avec lui. Tu en fais une force. Tu montres à ceux qui souffrent encore que la sortie existe. Ta guérison devient un témoignage. Les neurosciences ajoutent un détail essentiel. Quand tu partages ton expérience, ton cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien social. Tu ne gardes plus la douleur pour toi. Tu la transformes en paroles qui soignent. En aidant d'autres, tu renforces ta propre résilience. Socrate aurait dit que le vrai savoir est de transmettre. Ton histoire, ta libération, ton pouvoir retrouvé ne sont pas seulement pour toi. Ils deviennent une source d'inspiration. Tu deviens une preuve vivante qu'il est possible de se reconstruire après l'ombre. Et le narcissique dans tout ça, il reste piégé dans son jeu, à moins qu'il ne choisisse un jour la vérité. Mais toi, tu n'attends plus ce choix. Tu avances sans lui. La vérité libère parce qu'elle t'arrache à l'illusion que tu avais besoin de son regard. Tu comprends que ta valeur n'a jamais dépendu de ces mots. Eckhart Tolle dirait que dans ce silence retrouvé, tu touches l'instant présent. Tu n'es plus défini par ton passé. Tu n'es plus enchaîné à ces blessures. Tu es libre parce que tu sais. Alors retiens ceci. La vérité fait mal au début, mais elle construit ta force. Elle redonne ton pouvoir. Elle t'ouvre la voie vers toi-même. Et cette transformation, d'abord intime, finit par inspirer autour de toi. Tu deviens l'exemple que la douleur peut devenir sagesse et que la liberté intérieure est la victoire la plus éclatante.